Messieurs, dames, bonjour. Mon nom est Benjamin Hull et bienvenue à cette troisième balado-diffusion de la tribune du 7e joueur. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter l'entretien que j'ai eu avec Benoît Bélanger. Benoît qui était venu discuter avec nous de la première portion de la période de transaction dans la LHJMQ vers la fin du mois de décembre. Cette fois-ci, il nous fait le bilan de l'ensemble de la période des transactions, quels sont les gagnants, quels sont les perdants, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les équipes du circuit Courteau. Par ailleurs, je m'entretiens une nouvelle fois avec Mathieu Paquette, mon bon ami qui est venu discuter de la situation d'anciens cataractes qui évoluent présentement dans la Ligue américaine de hockey. Et finalement, je vous présente l'entretien que j'ai pu avoir avec Samuel Blier, capitaine des Cataractes, lors du voyage qui s'est déroulé à Rimouski au courant de la dernière semaine. Il va nous parler un peu d'école, il va nous parler de la façon avec laquelle il s'entraîne et aussi de son rôle en tant que capitaine et leader au sein des Cataractes de Shawinigan. Je me permets un petit mot concernant ce voyage à Rimouski. J'ai eu l'immense bonheur, entre autres grâce à la très grande disponibilité et ouverture d'esprit du personnel d'entraîneur, en particulier de M. Daniel Renaud, de pouvoir accompagner l'équipe sur la route. C'était donc un moment privilégié pour apprécier la belle neige qui est tombée lors de ce voyage-là, parce qu'elle est tombée en quantité incommensurable, mais également de pouvoir suivre la préparation des joueurs, des entraîneurs, des membres du personnel là, qui étaient à pied d'œuvre pour tout mettre en place là, pour que la partie se déroule le mieux possible. Donc, ça m'a permis d'avoir un accès privilégié au vestiaire de l'équipe. Au courant des prochaines semaines, vous allez avoir l'occasion de voir le résultat final de tout ça alors que je vais me lancer dans le montage, mais ça va vous permettre de voir en quelque sorte comment ça se déroule, les activités des cataractes lorsqu'ils partent sur la route. Je me trouve donc encore une fois avec mon ami Benoît Bélanger. Salut Benoît. Salut Benjamin, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, j'en profite pour te souhaiter une belle année 2018. On est encore temps pour se passer les bons vœux pour l'année. Oui, effectivement. Bonne année à toi aussi. Merci. Écoute, la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait abordé les premières transactions du marché cette année. Un marché qui a commencé assez lentement, puis passé la période là, de Noël, quand on est arrivé au jour de l'an, là, ça s'est mis à débloquer un peu plus. J'aimerais ça si on pouvait ensemble un peu faire le portrait de ce qui a marqué cette période de transaction, les transactions les plus importantes, disons. Pas de problème. Effectivement, ça a pris un petit peu plus de temps à démarrer cette année. Je pense que, comme on avait discuté, je pense que les équipes, comme le classement était très très serré, les équipes préféraient peut-être attendre un peu, voir est-ce qu'ils vont être vendeurs, est-ce qu'ils vont être acheteurs. Mais au total, là, je pense que c'est au-dessus de quand même 45 échanges. Encore une fois, ça a été une année assez mouvementée. Dans les équipes, si on passe un peu les équipes là, qui ont été les plus actives, je pense à l'Armada. On avait déjà ciblé un peu l'Armada comme une équipe qui allait être très active. Évidemment, le gros coup, ce fut l'acquisition là, de Drake Batterson, qui est maintenant un nom très connu pour ceux qui ne le connaissaient pas grâce à son championnat du monde. Quelle performance au championnat du monde quand même. Oui, superbe performance effectivement. Donc je pense que ça a été le gros coup. Encore une année où l'Armada transige avec les Screaming Eagles 4 Bretons. C'est vrai. L'année passée, c'était Dubois. Dubois. Cette année, Drake Batterson. Ça commence à leur coûter cher. Cette année, ils ont donné 3 jeunes, dont un jeune que moi je connais bien, là, Félix Lafrance, là, qui est un attaquant de 16 ans, là, qui a une très bonne saison en Jet 3A. Puis, ça peut paraître loin, mais ils ont donné aussi un choix de première ronde en 2020. Puis, c'est encore une fois mon opinion très personnelle là, pour connaître un peu les jeunes qui s'en viennent, mais l'année 2020 va être très, très intéressante au niveau du repêchage là, du junior majeur. Donc, je pense que ça peut être
un choix qu'on va avoir tendance à oublier, mais qui OK. va peut-être coûter cher à l'Armada. Tu penses que ça pourrait être un repêchage avec une qualité de joueur au même titre que 2017? Ça va être, je te dirais même, je me risquerais à dire que ça pourrait être même meilleur. OK. Pourquoi tu t'es enregistré? Il n'y a pas trop, on la garde, celle-là. Parfait, il n'y a pas de problème, je l'assume. Puis sinon, ils ont ajouté quelques. Je sais qu'ils recherchaient vraiment un défenseur. J'ai eu des discussions là, avec quelqu'un de l'organisation, puis évidemment, le coût était quand même assez élevé pour les défenseurs cette année. Mm-hmm. Ils sont allés chercher Alexis sans façon là, du Screaming Girl aussi, mais pas dans le même échange. Ils ont donné un troisième round là, en 2020 également. Puis ils sont allés chercher un joueur, là, Samuel Leblanc, peut-être un joueur plus de profondeur à Saint-Jean, contre un choix de 6e ronde. Puis il y a eu également le départ de Francis Leclerc, qui était peut-être pas prévu. Non, ça s'est déroulé de manière un peu bizarre aussi, là. Je pense qu'il n'était pas satisfait. Peut-être que l'échange de Denisov lui plaisait pas. Est-ce qu'il a demandé d'être échangé? Est-ce que. Tu sais, tout ça se passe très vite. Faut pas oublier que bon, le Joël Bouchard était avec l'équipe canadienne. Francis Leclerc, est-ce qu'il a demandé un échange? Est-ce que c'est compliqué vu la distance? Probablement que Joël Bouchard avait délégué quelqu'un pour parler de ces transactions-là. Est-ce qu'ils ont eu des offres pour Francis Leclerc? Peut-être pas. En somme toute, quand même, ils ont réussi à le libérer. Il s'est retrouvé quand même un filet rapidement. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose pour le jeune. Est-ce qu'ils vont finir par le regretter? J'extrapole, mais une blessure à Denisov, se retrouve quand même avec 2 gardiens qui n'ont pas fait nécessairement leur preuve. Donc, ça reste un point d'interrogation. Mais ça fait partie du folklore junior. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais, somme toute, la grosse transaction, c'est quand même le Batterson qui vient ajouter beaucoup, beaucoup d'offensives. Ça va être une équipe là, quand même très intéressante à suivre là, d'ici la fin de l'année. Dans les équipes qui ont bougé beaucoup, on pense à Caddy Batters. Donc, les titans de la Caddy Batters ont bougé énormément. Ils sont allés chercher aussi un attaquant de puissance, mais ils sont allés chercher, je pense, le défenseur qui était probablement le plus convoité. C'était Olivier Galipo. Ben, quand on regarde ça, là, cette équipe-là, on peut aussi reculer un peu plus, là, mais tu as Rubstov qui est arrivé, tu as Balmas qui est arrivé, tu as Asselin, donc c'est l'équivalent d'un trio au complet, plus Galipo qui arrive, défenseur numéro 1. Et là, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de changer de gardien de but avec le Phoenix de Sherbrooke. Fitzpatrick pour Pickard. Exact. Ça jusqu'à maintenant, ils paraissent pas si bien que ça. Non. En espérant que Fitzpatrick retrouve les repères de ces fameuses séries l'année de son repêchage qui l'ont pas mis sur la map parce qu'on le connaissait déjà, mais qui ont un peu moussé sa candidature là, pour le repêchage, en espérant que ce soit le cas. Parce que pour l'instant, Pickard fait très bien avec Sherbrooke. Donc là, ils paraissent un peu mal sur cette situation-là. Effectivement, ils ont, comme tu l'as mentionné, c'est une ligne au complet. Puis quand même, toute une, là, si on compte Rubstov parmi ceux-là. T'as Balmas, qui est un excellent attaquant aussi, qui peut marquer beaucoup de buts. C'est un petit peu plus difficile là, à son arrivée, mais des fois, c'est une période d'adaptation aussi, qui est quand même coûté assez cher. Ils ont donné un gros attaquant à Dawson Teed, qui est blessé malheureusement présentement, puis ils ont donné aussi 2 choix de première ronde. C'est quand même quelque chose en 2018-2020, donc c'est quand même c'est assez cher payé, mais j'imagine que Batters cette année... c'est le tout pour le tout. Oui, effectivement. Je pense que c'est ça. Ils veulent se rendre jusqu'au bout, fait que regarde, c'est intéressant, ils sont prêts à payer. L'acquisition de Galipo, c'est 5 choix. Mm-hmm. C'est beaucoup. C'est beaucoup en termes de quantité. En termes de qualité, un choix de 2e ronde, 2 de 3e ronde, un de 4e ronde et un de 5e ronde. Donc, ça va être de bien les utiliser par la suite.
Par contre, ça vient. C'est une excellente défensive. Là. On rajoute à Noah Dobson. Ça va être. Je pense que c'est peut-être une des défensives les plus complètes, qui ont un peu plus de profondeur dans la ligue. Ils disent peut-être qu'avec justement un gardien de but d'expérience dans cette ligue-là aussi, ça peut peut-être créer quelque chose de solide. On verra, là, pour l'instant, c'est peut-être pas. Il y a toujours une période d'adaptation là, sur l'échange. Mais c'est quand même une équipe qui a bougé énormément là, dans cette période-là. Dans les autres équipes qui ont bougé beaucoup. Ben écoute, je me permets de faire du bilan sur ce que tu as dit. Tu as parlé d'un échange où on a obtenu 5 choix repêchage. Oui. Il y en a un autre joueur lui, qui a changé d'adresse et ça a coûté 5 choix aussi. C'est M. Veleno qui s'est en allé à Drummondville. Ça aussi, ça a été une transaction assez importante. Oui, effectivement. Puis Drummond, qui avait déjà une offensive à tout casser, va chercher Veleno en plus. C'est pas une équipe qui a énormément bougé. Mm-hmm. Souvent, on dit là, que les meilleurs échanges, c'est ceux qu'on fait pas. Des fois, je te dirais que dans le junior, ça peut être encore plus vrai. Tu sais, un groupe qui est soudé, un groupe qui est bien dirigé avec du charme. Ils ont un excellent gardien de but en Olivier Rodrigue. Ils ont une équipe, écoute, au niveau de l'attaque, là, la profondeur, c'est incroyable. Oui. Je pense que, oui, c'est beaucoup pour Veleno. C'est un gars qui vont avoir encore pour le futur. Regarde, je pense que honnêtement, ça valait le coup de l'essayer. Pour moi, Drummond est une équipe qui va peut-être se démarquer d'ici la fin de l'année, puis même rendu en série. Ouais. Ça va être très intéressant à suivre. C'est une équipe, là, ils sont redoutables, même en désavantage numérique, c'est une menace. Ils ont une attaque à 5 là, dévastatrice. Comme je te dis, il y avait déjà une bonne attaque avant d'acquérir Veleno. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment là, intéressant de suivre là, qu'est-ce qui va se passer avec eux là, d'ici la fin de l'année. Ben, c'est l'équipe qui a... En fait, c'est une des deux équipes avec la meilleure fiche depuis les 7 ou 8 derniers matchs. Il y a deux équipes qui n'ont pas perdu. C'est Drummond et Halifax. Drummondville est sur une séquence de 7 victoires de suite. Halifax, c'est 8. Et comme tu disais, Drummondville, c'est l'équipe qui marque le plus de buts, mais c'est pas l'affaire d'un ou deux joueurs ou d'une seule ligne. C'est vraiment balancé. C'est ça, une belle profondeur, là, comme je pensais qu'ils ont une ligne là, que leur troisième trio, leur quatrième trio peut amener autant de l'énergie que de l'offensive. Donc, tu sais, des fois, là, je pense en tant que coach, là, mais en tant qu'entraîneur, des fois, tu veux juste pas que ces lignes-là te nuisent. Tu veux nécessairement créer de l'offensive avec ces lignes-là, mais tu veux gagner ta bataille. Tu veux que ces lignes-là soient meilleures que l'adversaire. Tu veux que ta troisième ligne soit meilleure que la troisième ligne qu'ils vont affronter. Mais écoute, cette équipe-là, offensivement, l'offensive vient de partout. Ils ont une relance extrêmement rapide. Des défenseurs qui sont tournés vers l'offensive. Pour moi, c'était peut-être leur point faible, c'était au niveau de la défensive, mais pas nécessairement en termes de structure ou en termes de façon de jouer. C'est une équipe qui ont une belle structure défensivement. Je pense que c'est plus des individualités qui sont tournées beaucoup vers l'offensive. Mais si cette équipe-là peut continuer à posséder la rondelle le plus souvent possible, à contrôler les matchs, écoute, ce ne sera pas un problème là, si ton offensive t'amène à posséder la rondelle plus souvent que tu vas finir par gagner des matchs. Donc, non, écoute, ça va être une équipe là, qui va être à suivre. Puis, comme je te dis, ils n'ont pas beaucoup bougé après l'échange de Veleno. Ils ont fait une petite acquisition de profondeur. Puis, je pense qu'ils sont allés chercher un joueur également là, qui jouait Juniora. Faudrait que je regarde là, dans mes notes, mais ils ont fait juste quelques petits ajustements là, pour la suite des choses. Donc, ça va être hyper intéressant à suivre. Exact. Si on se transporte dans la division Est, il y a une équipe présentement qui est en tête avec une marge assez importante, c'est l'Océanique de Rimouski. Et c'est une équipe qui a bougé à la période de transaction, notamment faisant l'acquisition de Mathieu Nadeau. Oui, exact. Bon, ça,
c'était un attaquant, c'est sûr que c'est un attaquant qui a déjà fait ses preuves dans la ligue. C'est un attaquant qui est capable de marquer des buts. On parlait d'une équipe balancée, je pense que Rimouski en est une. Ils n'ont pas fait de... Bon, ça c'en est une quand même, une échange assez importante. Par contre, je pense que eux ont pensé aussi pour le futur. C'est une équipe qui ont voulu pas nécessairement sacrifier des jeunes. Ils ont voulu ajouter quand même beaucoup de défenseurs. Si je regarde, c'est ça, c'est eux qui ont ajouté un joueur qui jouait junior A. Présentement, ils ont 9 défenseurs avec l'équipe. Écoute, ils ont des jeunes, ils ont demandé une dérogation pour avoir plus de jeunes de 16 ans que la règle. C'est sûr que cette équipe-là est basée autour d'Alexis Lafrenière. Ils ont bougé beaucoup, mais comme je te dis, c'est pas nécessairement des gros échanges. Il y a un échange qui m'a fait un peu sourciller. C'est l'ajout de Jordan Lepage, oui. du Mousquet, donc un jeune de 18 ans. Ils ont donné quand même un choix de première ronde. C'est sûr que, bon, c'est un choix de première ronde. Eux vont probablement... C'est un choix de première ronde qui va être assez lointain. Là, vu que... Parti comme c'est là, il risque d'être loin, oui. Exactement. Mais ça m'a quand même un peu fait sourciller par la valeur. Est-ce qu'eux ont vu quelque chose que... Ça se peut très bien, là, quelque chose que moi, j'ai pas remarqué. Je trouvais ça quand même cher payé. C'est sûr que c'est un jeune qui va rester dans l'organisation pour le futur. Écoute, c'est une équipe, c'est ça, comme je te disais, c'est une équipe qui est vraiment balancée. Ça va être intéressant de suivre. Ils avaient sacrifié des défenseurs comme je pense à Dominique Cormier la dernière fois, ça en était parlé. Oui. Ça va être vraiment... C'est sûr que le gros coup, c'était Mathieu Nadeau. Il n'a pas nécessairement coûté si cher. C'est un prêt, là, si on veut. Est-ce que c'est un gars qui va pouvoir amener justement de l'expérience à cette équipe-là qui est quand même relativement jeune? Oui. C'est mon avis personnel. Je pense que cette année, ça va être une année d'apprentissage beaucoup pour eux. Ils ont un excellent jeune gardien de but en Colton Ellis, qui est probablement ou peut-être le meilleur jeune gardien. On parle des Olivier Rodrigue ou encore Alexis Gravel. Mais en tout cas, ça va être vraiment intéressant. Je pense que pour moi, c'est une surprise qu'ils soient présentement premiers, qu'ils continuent encore sur leur bonne lancée. Je pense que ça pourrait s'essouffler un peu. Comme je te dis, c'est beaucoup d'apprentissage pour eux là, cette année. Là. Donc, ça va être intéressant. Je pense que dans ce sens-là, l'acquisition de Mathieu Nadeau là, va être intéressante. Là. Ce qui est franchement impressionnant à Rimouski, entre autres, c'est que c'est l'équipe qui a accordé le moins de buts dans la ligue, avec une équipe avec autant de jeunes joueurs, dont certains qui occupent des postes assez importants. Je pense à Colton Ellis, entre autres. Ouais, mais ce qui risque de jouer en leur faveur d'ici la fin de l'année, c'est aussi le fait qu'ils évoluent dans la division Est. Donc là, contrairement à Drummond qui se retrouve avec Blainville dans la même division, le plus proche poursuivant dans cette section-là, présentement, c'est Québec ou même Victo. Alors, on ne parle pas non plus du même adversaire, donc de la même qualité d'adversaire. Il y a des équipes qui ont été assez inactives. Je pense à Halifax, je pense à Rouyn-Noranda et je pense au Phoenix de Sherbrooke, où il y a eu très, très peu de mouvements. Des équipes qui étaient dures à... Encore une fois, c'est une avis assez personnel, mais qui sont parfois un peu durs à suivre. Oui. Phoenix, on ne sait jamais dans quelle direction ils vont aller. Ça fait plusieurs années déjà qu'on dirait qu'on cherche un peu là-bas. C'est comme je te dis, là, ils ont laissé aller Fitzpatrick. Il y en a qui ont... Pour l'instant, c'est une belle acquisition en jeune gardien qu'ils ont eu en retour, là, qui fait très bien. Donc, ils ne sont pas nécessairement perdants. Est-ce que c'est un petit peu difficile à suivre? Rouen, c'était pareil. J'avais de la misère avant le temps des fêtes à dire est-ce qu'ils vont être vendeurs, est-ce qu'ils vont être acheteurs. Là, ils ont acquis Will Thompson de Gatineau, un défenseur de 20 ans. Ils ont donné McQuaid. un choix de deuxième ronde, puis ils ont donné
le jeune Brandon Fattaroli qui joue pour le Lion de Lac-Saint-Louis dans le midget 3 à 17 ans, qui est un jeune extraordinaire. C'est sûr que c'est un 17 ans, là, donc il y a une saison, là, c'est le deuxième meilleur pointeur là, présentement dans la Ligue midget 3. C'est ça. Est-ce que je pense que Rouen ont comme un peu opté pour le statu quo. Les blessures n'aidaient pas non plus. Comment? Les blessures à des joueurs importants comme Lauzon, ça ralentit forcément les ardeurs de Gilles Bouchard. Là. Effectivement. On regarde Halifax. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de bouger? Ils ont une équipe aussi avec... ils ont une superbe équipe avec beaucoup de profondeur également. Ils sont bons, excellents devant le filet. Ils ont des jeunes incroyables, réussissent toujours à renouveler leur banque de jeunes. Offensivement, on pense à des gars qui reviennent du championnat du monde. Là, je pense à Zadina qui est un joueur extraordinaire. Oui, quelle performance. Des joueurs comme Grou, Cheney, défensivement, c'est ça, ça va être avec Mika Isaac, ça va être une équipe là. C'est une équipe très bien balancée également. Ça va être, je pense à Lavoie qui jusqu'à maintenant, là, sa progression est fulgurante. Un gros bonhomme, un gros joueur de centre là, que je pense que toutes les équipes doivent avoir dans son équipe. Ça va être... eux, ils n'avaient pas nécessairement besoin de bouger. Donc, eux, c'est clairement 2019. Oui, effectivement, mais je pense que déjà, cette année-là, regarde, ils sont au sommet. Est-ce qu'ils vont rester là? Ça va être intéressant à suivre. C'est sûr que dans le junior, la réalité, c'est que tu peux perdre des gars pour... regarde, cette année, est-ce qu'on s'attendait à revoir Nico Richard revenir? Peut-être. Mais ils ont quand même réussi à renouveler, comme je disais, les jeunes talents. Ça va être intéressant. Regarde, moi, je pense qu'effectivement, eux aussi sont en apprentissage, un peu comme Rimouski. Mais est-ce qu'ils peuvent causer des surprises? Est-ce qu'ils peuvent causer des dommages à des équipes qui vont se rendre plus loin? Ça va être vraiment intéressant à suivre. Présentement, ils sont premiers, ils ont le beau jeu, ils n'ont presque pas bougé. Ça va être vraiment à suivre là, au niveau d'Halifax pour le futur. Probablement que cette année, on va pouvoir déjà remarquer à quel point Halifax, Rimouski et Drummondville sont des équipes jeunes qui performent très bien. Il y a fort à parier que l'année prochaine, on reparle encore de ces trois équipes-là parce que la base est très, très bonne. Tu mentionnais qu'Halifax était en tête du classement général. Forcément, ils sont en tête de leur division. Je t'amène sur la voie suivante. Qui, d'après toi, dans chacune des trois divisions, risque de terminer la saison régulière au sommet? On ne se mouille pas tout de suite pour les séries parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Mais d'ici la fin de la saison, dans les Maritimes, qui tu vois flirter avec la tête? C'est sûr que Batters ont fait beaucoup d'acquisitions. Halifax est déjà bien installé là, présentement. C'est sûr que ça va jouer entre ces deux équipes-là. J'ai un penchant, moi j'aime beaucoup l'offensive d'Halifax. J'aime beaucoup la façon dont ils jouent. Je trouve que c'est une équipe bien balancée. Ils sont sur une belle séquence dernièrement. Je pense qu'ils ont gagné leurs 8 derniers matchs. Exact. Je vais tenter, c'est difficile, mais je vais y aller avec Halifax. Je pense qu'Acadie Batters ont beaucoup bougé. Des fois, c'est pas nécessairement très... de changer beaucoup ton effectif, ça prend une période d'adaptation. Donc, je pense que ça va peut-être leur être néfaste pour la fin de saison. C'est sûr qu'il reste beaucoup de matchs à jouer. Je suis pas convaincu devant le filet que c'était nécessairement la bonne chose à faire. Leur défensive, évidemment, ils ont fait des belles acquisitions, mais je vais quand même y aller avec Halifax là, pour la section des Maritimes. Là, pour moi, je pense qu'Halifax présentement sont en tête de cette section-là, puis je pense qu'ils vont le demeurer. Excellent. Dans l'Est, maintenant, il y a peut-être 3 équipes qui se dégagent de cette section-là. Les Tigres de Victoriaville, les Remparts de Québec et l'Océanique de Rimouski. Oui, encore une fois, ça va être très serré dans cette division-là. Je te dirais que, Victoriaville ont quand même été, on n'a pas beaucoup parlé, mais ils ont été quand même assez agressifs, là. Ils sont allés chercher, Étienne Monpetit, qui était un des gardiens les plus en demande, là, dans cette période-là.
Sinon, ils ont réclamé un jeune aussi au balotage, là, un ancien de l'Océanique. Puis ils ont également fait l'acquisition d'un centre là, de 19 ans à Simon-la-France. Est-ce que ça va finalement réussir à prendre à Victoriaville? Malheureusement, moi j'ai des doutes. Comtois revient là, du championnat Et il fait bien depuis son retour, Maxime Comtois. Pardon? Depuis son retour du championnat du monde, junior avec les Tigres, il performe très bien avec son équipe. Bien hâte de voir si les autres vont suivre puis embarquer dans le train en même temps que lui, là, mais il performe très bien. Exact. Ça va être intéressant. Québec aussi, on n'a pas parlé beaucoup, mais ils ont fait une acquisition en allant chercher Antoine Samuel. On s'entend que là, devant le filet, ils viennent de solidifier là, avec, probablement qu'ils n'avaient pas confiance en Varibeau ou des fois, c'est pas justement des risques de blessure ou tout ça. Là, ils ont un solide duo de gardiens de but. Reste que c'est une équipe que défensivement, c'est pas encore... je pense que c'est pas encore l'équipe qui va pouvoir rivaliser avec les deux autres. Puis finalement, Rimouski, là, qui est présentement en tête de cette division-là. Je vais y aller avec Rimouski. Je vais y aller avec Rimouski pour deux raisons. C'est défensivement, pour moi, sont vraiment impressionnants. Vraiment en termes de système défensif. Puis Colton Ellis m'impressionne beaucoup, énormément. Je pense que Rimouski va demeurer en tête. Je suis pas très osé dans mes choix présentement là, parce que je vais déjà avec des équipes qui sont en tête. Mais Victoriaville, je crois pas beaucoup. Puis malheureusement, Québec, je pense que leur manque de. J'aime pas beaucoup la relance du côté de leurs défenseurs. Ils ont une belle équipe, ils ont une belle profondeur, mais j'ai de la misère à y croire. Je pense que Victo va réussir à se rapprocher, mais au final, Rimouski va quand même terminer premier là, de sa division. Excellent. Puis la dernière, et non la moindre, c'est la section Ouest. Certains disaient que c'était probablement la section la plus forte de la Ligue. Parmi l'ensemble des équipes dans cette section-là, il y a quand même 2 équipes qui ressortent du lot. Et présentement, il n'y a qu'un seul point d'écart entre les deux, c'est-à-dire l'Armada qui a 61 puis Drummondville à 60. Les 2 équipes ont été actives pendant la période des transactions. Blainville davantage. Qui vois-tu en tête de cette section-là après les 68 matchs du calendrier régulier? Encore une fois, ça va être je pense qu'effectivement, les 2 premiers présentement, là, qui sont l'Armada et Drummondville, vont se détacher un peu de Rouen. Je vais y aller. Ce coup-ci, je vais mouiller avec Drummondville. Je pense que Drummondville va réussir à coiffer là, le titre à Blainville. Donc, je pense qu'ils vont réussir à les rattraper, malgré le fait que l'Armada, présentement, ont déjà 2 matchs en main. Ils ont un point d'avance. Je pense que, je sais pas, j'ai un sentiment que la façon d'être construite, l'équipe, la façon dont elle est construite à Drummondville, la profondeur devant le filet, je trouve qu'ils sont supérieurs à l'Armada. C'est vraiment un sentiment personnel, mais je pense que Drummondville va réussir à damer le pion là, à Bienville là, pour la fin de saison. Mais je suis de cet avis que c'est effectivement peut-être la division la plus forte. Là, ça va vraiment être intéressant. Là. C'est ce que je pense depuis le début de l'année, mais c'est une saison où ça devient intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent aspirer au titre, donc ça va... malheureusement, ça va peut-être se jouer sur des blessures ou sur des impondérables là, qui vont venir contrecarrer les plans de certaines équipes, mais sinon, là, d'ici la fin de la saison, là, ça va être hyper intéressant à suivre. Là. Il y a tellement d'équipes qui peuvent aspirer au titre. C'est vraiment une année intéressante pour ça. Le terme parité est souvent galvaudé. Là. On a l'impression qu'on l'entend tout le temps à toutes les sauces et parfois on se dit que c'est pas vraiment justifié. Mais cette année, c'est le cas, vraiment. Là, c'est étonnant de voir à quel point les équipes étaient si près les unes des autres. Il faut aussi comprendre qu'à partir du moment où la période de transaction est passée, là, forcément, ça va se détacher. C'est sûr que l'écart va se creuser.
mais c'est quand même agréable de voir que c'est aussi près à ce moment-ci de l'année. Et s'il y a des équipes qui... L'écart va peut-être se creuser, excuse-moi de t'interrompre. Non, vas-y. L'écart va peut-être se creuser avec certaines équipes, mais je pense encore que dans les équipes de tête, ça va être extrêmement serré parce que tout le monde, tu sais, généralement, il y a 2-3 équipes qui ciblent vraiment, là, qui sont ciblées comme les acheteurs. Puis cette année, comme il y a beaucoup d'équipes qui ils ont été acheteurs mondiaux, tu sais, je dirais quand même des acheteurs prudents. On a eu des gros échanges avec, on pense à Veleno, on pense à Galipo, mais toutes les équipes ont quand même eu une certaine acquisition. Je pense que dans les équipes de tête, ça va quand même demeurer serré jusqu'à la fin. En tout cas, c'est mon souhait. Ça va nous permettre d'avoir une belle fin de saison. Là. Et s'il y a des équipes qui visent les plus hauts sommets, il y en a quand même dans le bas du classement qui se battent pour une place dans les séries. Évidemment, l'enjeu n'est pas le même. Mais quand on regarde, disons, les 4 dernières places du classement général, parmi ces 4 équipes, et là j'y vais en ordre décroissant, c'est-à-dire Shawinigan, Saint John, Chicoutimi et Val-d'Or, il y a 2 de ces équipes-là qui vont participer aux séries éliminatoires et 2, malheureusement, pour qui la saison va se terminer autour de la mi-mars. Parmi ces 4 équipes-là, qui vois-tu exclu des séries et qui, d'après toi, va se faufiler dans le tournoi printanier? Encore une fois, ça va être difficile. J'ai un... Dans Shawinigan, je vais commencer par Shawinigan. Je pense que dans les 4, c'est sans doute l'équipe qui, présentement, sont les moins bien placés, sont les derniers de la Ligue. Je pense que c'est l'équipe qui va réussir à rattraper les autres. On ne se le cachera pas, là, ils ont été vendeurs. Tout le monde le sait qu'ils ont été vendeurs. Mais j'ai beaucoup aimé la façon qu'ils ont procédé. J'ai beaucoup aimé leurs échanges. Une en particulier, je dirais... on peut revenir avant là, sur l'échange de Denisov. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas perdants. Mathieu Bellemare offre de très, très belles prestations au Cataracte, là, effectivement. Puis, au final, ils ont donné un choix de, je pense, c'est 4e ronde pour Bellemare. Puis, en échange, ils ont reçu un 3e ronde pour Denisov. Donc, c'est ça. Au final, je pense qu'ils sont vraiment loin d'être perdants. Puis, sinon, l'autre échange qui m'intéressait beaucoup, ils ont beaucoup... Ce qui est important de comprendre, là, c'est qu'ils ont réussi à monnayer des joueurs qui, sans dire qu'ils n'ont pas une grosse valeur, mais ont réussi à aller chercher des choix. Donc, une équipe en reconstruction, le maximum de choix que tu obtiens, c'est toujours une boule de plus dans le boulier, c'est toujours une chance de frapper le jackpot ou encore Moi, j'aime cette façon de penser-là, j'aime cette façon de voir-là. Puis sinon, ils sont allés chercher un jeune. Bon, ils sont séparés de Samuel Asselin, mais ils sont allés chercher un jeune que j'adore, c'est Olivier Desroches. Un jeune défenseur de 16 ans. Écoute, c'est un joueur au potentiel énorme. C'est un joueur mobile. Sa première année midget 3, c'était un jeune de 14 ans. C'était le seul défenseur de 14 ans qui avait réussi à faire sa place là, dans le midget 3. Ça a été un petit peu plus difficile à ses débuts dans la Ligue junior majeure. Par contre, un changement d'heure peut, selon moi, là, ça pourrait être bénéfique pour lui. Comme je te dis, là, des fois, un jeune de 16 ans, on n'a pas tous la même progression. Puis lui a un potentiel là, incroyable. Moi, en tout cas, je l'avais adoré le voir jouer junior majeur. Je pense que ça pourrait être pas un vol, mais je pense que ça va être un échange là, qui va être important de se rappeler. Il pourrait créer de très, très, très belles surprises du côté de Shawinigan. Là. Donc, tu sais, je l'inclus dans les acquisitions qui pourraient amener Shawinigan à remonter le classement un petit peu. Si je reviens à ta question, donc j'élimine Shawinigan du lot des 3. Maintenant, dans l'autre sens, je dirais que Saint John est peut-être l'équipe la plus faible des 4 que tu as nommées, soit Val-d'Or, Chicoutimi, Saint John et Shawi. Donc, j'éliminerais
Saint John, je pense qu'ils ne réussiront pas à faire les séries cette année. Et donc, il me reste 2 équipes, Ouais. c'est soit Val-d'Or et Chicoutimi. Val-d'Or est une équipe très, très jeune. On a perdu Nadeau. Chicoutimi ont perdu Galipo. Ça va être difficile. Je dirais... je vais y aller avec... Je pense que Val-d'Or ne fera pas les séries. Pourquoi? Peut-être le fait d'avoir perdu leur entraîneur-chef là, qui a décidé de quitter de commun accord. Je pense que ça pourrait jouer dans la balance. Oui, Chicoutimi a perdu Galipo. Par contre, ils ont un excellent gardien de but en Alexis Schenk. Je pense que ça pourrait jouer dans la faveur. Un petit peu plus d'expérience du côté de Chicoutimi. Ça va être difficile parce que présentement, c'est Val-d'Or qui est le mieux placé des 4. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Je vais y aller, je vais dire que ne feront pas les séries cette année Saint-Jean et Val-d'Or. Eh bien, tout ça est enregistré, c'est noté. Benoît, je te remercie pour ton temps. Si tu le désires, je te donne rendez-vous après le 68e match de la saison régulière pour qu'on puisse regarder ensemble à quoi va ressembler le portrait des séries et de déjà voir là, qui pourrait traverser la première ronde. Avec plaisir. Je me permettrai même de pouvoir te moquer de mes prédictions à ce moment-là sans problème. J'assume entièrement les prédictions que j'ai faites. Donc, ça va être un plaisir là, de s'en parler de tout ça là, à la clôture de la saison. Parfait. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Salut. Bye bye. Je m'entretiens maintenant avec mon bon ami Mathieu Paquette. Salut Mathieu. Salut. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Très bien, merci. Écoute, tu as toujours les fonctions de gestionnaire des médias sociaux pour le fan club. Tu apprécies toujours ton expérience? Oui, très. Excellent. Écoute, aujourd'hui, dans ta 2e chronique, tu viens nous parler encore des anciens cataractes, mais cette fois-ci, ceux qui se démarquent davantage cette année au niveau de la Ligue américaine de hockey. Oui, pour commencer, débuter avec Michael Bournival, le Shawiniganais, et on se rappellera avec toute la savante passe sur le but vainqueur d'Anton Zubin lors de la Coupe Memorial 2012 du Shawinigan. Oui. Michael a débuté sa carrière avec l'Avalanche du Colorado. Il a été repêché par cette équipe d'ailleurs. Ensuite, il a été échangé au Canadien de Montréal. Et pour des raisons de santé et plusieurs commotions d'ailleurs, son séjour avec le Canadien était plus ardu, si on peut dire. Oui. Il a ensuite signé comme agent libre avec le Lightning de Tampa Bay. Et selon les statistiques que je vais vous mentionner un peu plus tard, on peut dire que Michael s'est vraiment pris les choses en main. Et ça va très bien pour lui présentement. Et je t'interromps une petite seconde, là, mais effectivement, tout ce que tu vas nous donner comme statistique, comme fait d'armes pour tous ces joueurs-là, là, c'est en date du 18 janvier. Oui, effectivement. Dans le cas de Bournival, il n'a pas joué aucun match cette année avec le Lightning encore, mais il faut dire que le Lightning a une très bonne équipe sous les mains, donc sous la main, donc on va espérer qu'il soit rappelé, car vous allez voir avec les statistiques que je vais vous donner, qu'il a une très bonne saison. Oui. Il a 25 points en 38 matchs, ce qui est quand même très bien. Oui. Et ensuite, je vais ajouter continuer plutôt avec Michael Chaput qui, petit fait intéressant, vient d'être rappelé par les Canucks de Vancouver. Donc, jusqu'à tout, maintenant, il est avec les Canucks dans la Grande Ligue. Et cette année, jusqu'à maintenant, avec les Comets d'Utica dans la Ligue américaine, il a en 23 matchs, il a quand même 16 points, ce qui n'est pas mauvais. Parle-moi aussi d'un autre ancien qui évolue dans la même équipe que Michael Chaput, c'est Alexis Daou. Oui, Alexis Daou, un gars de Trois-Rivières d'ailleurs. Et cette saison, en 31 matchs, dans sa première année chez les professionnels, a 7 buts et 6 passes. Ce qui n'est pas si mal. Oui, c'est un départ quand même raisonnable pour le franc-tireur. Oui. On passe des Comets de Utica pour aller vers un jeune homme qui a
marqué la dernière série finale de la Coupe Stanley avec des buts importants, ses premiers dans la Grande Ligue. Je parle de Frédéric Gaudreau. Oui, effectivement, Frédéric Gaudreau, qui, on se rappellera, n'a jamais été repêché tant dans la Ligue junior majeure du Québec et dans la Ligue nationale, qui est quand même un bon fait d'armes. Et il avait été invité d'ailleurs par les Cataractes et avait très bien fait son parcours avec les Cataractes. Cette année, avec les Prédateurs de Nashville, un instant. L'an passé, plutôt, avec les Prédateurs de Nashville, non, cette année, je m'excuse, là, je me reprends. Pas de problème. Cette année, en 19 matchs, il a quand même 3 passes. Mm-hmm. Pas si mal, étant donné qu'il joue un rôle plus défensif. Oui, effectivement, il évolue davantage au niveau d'une 4e ligne que dans les 3 premiers trios. Là. Oui, c'est ça. Le prochain a joué quelques matchs dans une équipe de dans l'Association de l'Ouest, c'est Giovanni Fiore. Oui, il a joué quand même son premier match avec les Ducks d'Anaheim. Et présentement, il est dans la Ligue américaine avec les Goulds de San Antonio. C'est quand même impressionnant pour une année recrue, 20 points en 33 matchs. C'est une saison qui se compare assez facilement à celle de Bournival, sauf que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plus jeune et qui en est à ses premiers coups de patin au hockey professionnel. J'aimerais ça que tu me parles aussi d'un autre ancien des Cats qui n'a pas eu un séjour si long que ça avec Shawinigan, mais qui a été là à un moment assez important, c'est Gabriel Gagné. Oui, effectivement, Gabriel Gagné qui avait été échangé aux Cataractes lorsque les Cataractes ont fait la finale de la Coupe du Président il y a 2 ans. Oui. Et a connu des débuts assez difficiles dans les rangs professionnels, car il a commencé l'année dernière dans la East Coast League. Mais maintenant, repris de son aplomb, et dans la Ligue américaine, cette année, avec le club école des Sénateurs d'Ottawa, les Sénateurs de Belleville, en 19 matchs, 12 buts, 3 passes, qui est pas beaucoup de points, mais Gabriel Gagné, on sait qu'il s'est retroussé les manches et je suis pas inquiète pour lui qui va savoir remonter la pente. Effectivement. Puis le dernier dont je voulais que tu me parles, c'en est un dont on espérait peut-être le retour à Shawinigan, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. C'est Brandon Gignac. Non, effectivement. Moi, Brandon Gignac, avant de poursuivre sur ses statistiques, pour ma part, de mon humble avis, est l'un des plus rapides durant le séjour qu'il a passé dans la Ligue junior du Québec, était l'un des plus rapides à travers le circuit. Et a connu des débuts difficiles, exigés, comme on peut dire. Oui. En 21 matchs, seulement 3 points, mais une très mauvaise nouvelle a tombé sur son cas. C'est-à-dire que suite à une blessure importante au genou, sa saison est maintenant terminée déjà pour lui. Et malheureusement, il va falloir qu'il entre dans un processus de réadaptation pour penser davantage à l'année prochaine. Là. Ouais. C'est évident que comme première saison, il devait s'attendre à quelque chose de nettement différent que ça. Là. Ah, c'est sûr. Puis en dernier lieu, est-ce qu'il y avait un sujet dont tu voulais nous parler? Oui, j'aimerais ça dire aux gens que nous autres, pour le fan club des Cataractes, on fait plusieurs voyages et là, présentement, samedi qui s'en vient, le 20 janvier, nous allons voyager pour aller encourager les Cataractes en Abitibi. Mm-hmm. Un voyage de 2 jours. Et que je voudrais annoncer que le départ du voyage se fera samedi à 7 h du matin, mais prévoyez être au centre Gervais-Auto 30 minutes à l'avance. Ça serait plus apprécié. Oui, effectivement. Ça rend la procédure de départ plus simple. Effectivement. Et pour l'avoir vécu l'an passé dans les Maritimes, je vous dirais que c'est un voyage qui est hautement recommandé. Je veux souligner la qualité de l'organisation de ces voyages-là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Les gens sont traités aux petits oignons. Vraiment, là, ça vaut vraiment la peine. Ah oui, puis je voudrais aussi souligner que le 28 février, on aura un voyage au Centre Bell pour voir Anthony Beauvillier face aux Canadiens de Montréal. On sait qu'Anthony Beauvillier a dû retourner dans les mineurs récemment. Depuis son retour, fait que là,
touche de tout bois avec 4 buts et une passe, ce qui est très bien. Et on va espérer qu'il soit encore dans le grand club lorsqu'on fera le voyage. Mais j'aimerais souligner que plusieurs personnes nous ont posé la question que si jamais Anthony, je ne souhaite pas, là, mais si jamais Anthony avait à être descendu dans la ligne américaine, le voyage se fera quand même, malgré tout. Oui, malgré le fait que la déception serait vive au cœur des gens qui auraient fait voyage parce qu'ils seraient dans l'impossibilité de voir leurs favoris. Il en demeure pas moins que c'est un match qui oppose des équipes avec des joueurs qui sont franchement impressionnants, là. Ne serait-ce que ce qu'on a vu l'autre soir quand lui, Barzal et Tavares ont animé le spectacle, là, c'était de toute beauté. Ah oui, puis j'ai lu un article récemment sur Anthony qui disait qu'il avait vraiment pris conscience de ce qu'il fallait qu'il fasse pour rester dans la grande ligue. Puis, je pense qu'il met les bouchées doubles. On savait déjà qu'Anthony mettait beaucoup d'énergie, de sérieux à son travail, mais là, présentement, là, il focus sur ce qu'il faut qu'il fasse pour rester en haut. Puis, je pense que pour l'instant, ça va très bien dans son cas. Et si tu me permets, pour terminer, j'aimerais remercier tous les gens qui s'abonnent à notre page Facebook. D'ailleurs, je répète le nom, c'est Fan Club des Cataractes de Shawinigan officiel. Et j'aimerais souligner juste une petite astérix. On essaie de répondre le plus possible à toutes les questions que les gens nous posent sur les cataractes, mais il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas les cataractes. On n'est pas juste, mais on est tellement le fan club, donc c'est un peu normal qu'on ne connaisse pas tout ce qui tourne autour de l'équipe. Oui, il y a une limite à ce que vous pouvez savoir ou connaître de l'organisation. Exactement. On essaie de répondre à toutes les questions possibles, mais c'est sûr que des fois, on ne connaît pas toute la réponse et à ce moment-là, on vous réfère aux cataractes et s'ils veulent vous donner la réponse, ben, ils le font. Et on essaie le plus possible que les gens aient le plus d'informations sur leur club favori. J'aimerais remercier. En tout cas, la page va très bien présentement. Je regarde les statistiques devant moi. 2680 abonnés à notre page, ce qui est merveilleux. Et les abonnements au fan club ne cessent d'augmenter. Tant que pour nous, je vais parler au nom de mes collègues, mais chapeau, le fan club rayonne partout à travers la Ligue. Les autres équipes nous mentionnent et c'est grâce aux partisans qui embarquent dans notre trip, si on peut dire. Effectivement, puis ce qui est intéressant de voir, c'est que au sein des autres formations de la Ligue, il y a des fan clubs qui ont ce même désir ardent-là de promouvoir l'équipe, puis d'organiser des voyages, d'organiser des activités. Et c'est beau de voir la solidarité entre ces fan clubs-là qui comprennent un peu la même réalité, dans le fond. Donc, c'est beau de voir l'entraide dans ces groupes-là. Oui, parce que il y a quelques années, si je me rappelle bien, on avait un souper entre le fan club du Dracard de et notre fan club. Et c'était la première fois qu'ils voyaient ça à travers la Ligue. Et je trouve ça bien. Et des confrontations sur la glace. Sur la glace, on peut s'entraider, on peut s'aimer. Il n'y a rien de méchant entre deux équipes d'hockey. Et l'accueil avait été très, 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 très réussi également quand on était allé dans les Maritimes, là, entre autres à Halifax, où les deux fan clubs s'étaient réunis. Ça avait donné de beaux moments, ça aussi. Ben écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup pour ton temps encore une fois. On va se reparler à une autre occasion pour une autre chronique. Puis d'ici là, ben, regarde pas trop de matchs de l'Avalanche. Là. Je sais que c'est une équipe que tu n'apprécies pas tellement. Donc, au-delà du fait que j'encourage Samuel Girard, l'ancien des Cataractes, c'est mon club favori. C'était un ancien des Nordiques, si on peut dire, et j'ai pas réussi. J'ai toujours gardé dans mon cœur, c'est sûr que c'est les Nordiques, mais j'ai gardé la lignée pour l'Avalanche du Colorado. Ben, continue à suivre ton cœur, puis on se reparle bientôt. Merci à toi. Bye. Merci à toi, bye. Je m'entretiens présentement avec Samuel Bouillier. Samuel, c'est une saison où on est en reconstruction. Tu as eu l'occasion de vivre des saisons précédentes. On aspirait davantage au grand honneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectif cette année ou qu'il n'y a pas d'enjeu, mais le contexte est différent. En tant que vétéran puis capitaine, comment tu vois ton rôle dans cette équipe? C'est sûr, comme tu as dit, c'est différent des années passées où que l'équipe était plus vieille. Cette année, on a la moitié de l'équipe, je pense, qui sont quasiment âgés de 17 ans. On est très jeunes. Juste
justement, comme tu disais, le nouveau titre de capitaine, faut montrer l'exemple. Présentement, on est dans le bas du classement, mais on a l'intention de faire les séries quand même. On est à quelques points de la 16e position. Puis je pense qu'avec les jeunes qu'on a qui travaillent, on est capable d'aller chercher cet objectif-là. Il faut juste rester positif puis être patient aussi. Parce qu'avec des niveaux comme ça, on n'a pas le choix d'avoir un petit peu de patience pour que ce soit le système de jeu, l'intensité aussi des games sont pas habitués. Il faut leur montrer le chemin. Puis je pense que jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça t'a-tu surpris qu'on te demande de gérer de capitaine d'ici la fin de la saison? Oui et non. Comme j'ai dit, on est plus beaucoup de vétérans. Puis en même temps, je pense qu'avec l'éthique de travail que j'ai souvent été reconnu pour justement quelqu'un qui travaille fort et qui est tout le temps à ses affaires. Puis je pense que c'est sûr que c'est un plus pour moi, pour il y a beaucoup de jeunes, de pouvoir les guider et de leur montrer le bon exemple. Par ailleurs, on m'a dit que sur le plan de l'entraînement, si on avait ciblé les joueurs dans l'équipe qui étaient les plus assidus, qui se défonçaient le plus en entraînement, il y avait toi et Simon Dubois. Pour départager pour vrai, c'est lequel le plus hot dans le gym entre les deux? Je te dirais que c'est pas mal égal. Simon, c'est une recrue, puis il travaille fort. Il est tout le temps à gym à chaque fois qu'on passe là. Il est en train de faire ses exercices. Puis je pense que c'est quelque chose de bien. Puis comment dire, c'est une habitude à prendre, des bonnes habitudes. On joue beaucoup de games durant l'année. Je pense qu'il faut rester en forme. Puis je pense qu'il faut aussi s'entraîner pour prévenir les blessures. C'est important. Des fois, on joue, on est plus fatigué. C'est important de rester en forme pour justement que ce soit d'éviter des blessures. Il faut toujours être prêt à jouer un grand nombre de matchs. Il y a bien longtemps, les joueurs arrivaient un peu quand ils voulaient au gym, où il y avait le nombre de fois qu'ils voulaient. Et, en 2018, c'est clair que tout ce qui est entraînement, nutrition, ça a pris une tournure complètement différente. Peu importe les objectifs, que ce soit de viser la Ligue nationale, tout simplement de briller dans la Ligue majeure du Québec. Quel type d'encadrement vous avez comme joueur junior au sein de cette organisation? Je te dirais qu'on a toutes les ressources dont on a besoin. Nous, on a Kyle Sutton qui s'occupe de nous, notre thérapeute sportif, qui est aussi entraîneur. Donc, c'est lui qui s'occupe de notre préparation physique. On a un bon gym aussi, on a tout ce qu'il faut dans le gym. Puis Kyle également, il aime l'aspect nutrition, ces choses-là. Fait que toutes les questions qu'on a, Kyle est à notre disposition. On peut même aller plus loin si quelqu'un voulait nutritionniste ou quelque chose comme ça. Puis, comme tu as dit, c'est rendu important en 2018. Puis, il y a beaucoup de recherches, on s'est rendu beaucoup scientifique. Puis, on sait ce qu'on a besoin, que ce soit l'entraînement, le temps de repos, peu importe. On a vraiment tout ce qu'on a besoin pour performer. Sur le plan scolaire, comment tu arrives? Parce que tu arrives à 20 ans, forcément, sur le plan scolaire, tu es rendu plus loin que plusieurs de tes coéquipiers, mais comment tu arrives à mélanger les deux, à être capable de bien performer autant sur la classe qu'à l'école? Pour moi, l'école, ça a toujours été une priorité. Je te dirais que c'est quasiment 50-50 avec le hockey, parce qu'on sait que dans nos jours, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui réussissent à percer professionnel. Puis même quand j'étais plus jeune, que je ne savais pas que j'allais tomber dans le hockey, ça a toujours été important pour moi aussi d'avoir des bons résultats et de me concentrer sur l'école. Présentement, il me reste 3 cours à finir pour avoir mon deck. Donc la prochaine session, je vais réussir à terminer mon deck au cégep. Quel programme? Sciences humaines d'administration. OK. Par la suite, qu'est-ce que tu vises comme carrière? C'est sûr que là, ça va dépendre comment va le reste de la saison. Si j'ai l'opportunité d'avoir un essai professionnel, je vais y aller. Comme j'ai dit, c'est supposé que mon deck soit fini. Donc rendu là, si j'aurais une chance d'aller pro, je pense que je prendrais cette chance-là en sachant que j'ai déjà un diplôme derrière moi. Puis si ça vient qu'à pas fonctionner, j'opterais probablement pour le côté universitaire. Ouais, j'ai déjà vu en discussion pour ce qui est ton
son après-stage junior, je vais dire comme ça. Tu as vu plusieurs des anciens coéquipiers aussi faire le saut dans le réseau universitaire. Et tu restes en contact avec certains de ceux-là qui t'ont peut-être, sans dire influencé, mais qui t'ont dressé un portrait quand même assez positif de ce milieu-là. Ouais, ben justement, avec les Patriotes de l'Utah, je connais beaucoup de joueurs, que ce soit avec qui j'ai joué ou que je connais juste personnellement. Puis quand j'ai eu à prendre, quand j'ai eu à réfléchir à ça, après ma carrière junior, c'est sûr que je les ai contactés pour leur demander comment ça se passait. Je savais pas trop comment que ça se passait du côté universitaire, que ce soit encore une fois avec les entraînements en place, à glace ou même l'école. C'est différent un petit peu. J'ai parlé avec des responsables de certains programmes à l'université aussi pour m'informer, prendre des informations, à savoir quelle direction je m'en vais. Parce qu'on oublie que la porte de sortie sur le plan universitaire, elle est quand même assez large. Je veux dire, il y a des joueurs qui jouent au Québec, là, mais qui vont se retrouver à jouer un peu partout dans la région universitaire, soit à Trois-Rivières, soit à McGill, ou même dans les provinces des Maritimes. Oui, ben c'est ça, comme nous on est chanceux de l'université de Trois-Rivières qui n'est pas trop loin. Comme tu as dit, il y a plusieurs universités, puis c'est pas comme avant, il y a beaucoup plus de joueurs qu'après leur stage universitaire qui sont envoyés dans les rangs professionnels, que ce soit l'East Coast, la Ligue américaine, ou même l'Europe. C'est ça qui est encourageant de savoir qu'après l'université, si tu as continué à jouer au hockey, c'est beaucoup plus facile qu'avant de s'ouvrir des portes pour justement le jeu professionnel. Eh bien voilà, c'est ce qui complète cette troisième balado-diffusion. Surveillons les activités de nos cataractes au courant des 2 prochaines semaines, alors que plus précisément les 20 et 21 janvier seront en Abitibi pour affronter successivement les Huskies et les Foreurs. Ils vont revenir à Shawinigan pour quelques jours de repos et un peu d'entraînement, vont repartir sur la route pour se rendre à nouveau à Rimouski, en espérant que cette fois-là, il y ait beaucoup moins de neige. Le 26, un vendredi soir, puis ce sera retour au centre Gervais-Auto pour le 28 janvier, un dimanche, alors que ce sera la visite des Wildcats de Moncton et le retour à Shawinigan pour Gabriel Sylvestre depuis la transaction qu'il a fait passer dans la formation des Wildcats. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et bonne semaine!